Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de la série For All Mankind. Peut-être que vous avez vu une version préliminaire du programme. Mais l'hypothèse sur laquelle je voulais travailler ne s'est pas avérée très fructueuse, finalement. Le personnage sur qui je voulais travailler était juste dans 2 épisodes, malgré mes souvenirs. Et la série n'est pas terminée, et donc c'est toujours un risque de travailler sur des œuvres qui ne sont pas encore terminées. Alors, j'ai décidé de plutôt revenir à ma première idée, Devs d'Alex Garland. Et en particulier sa tentative de représenter les temporalités multiples et parallèles par la sérialité et les répétitions narratives, visuelles et sonores. Devs raconte donc, désolé, je vais vous spoiler au complet, vous pouvez mettre vos mains dans vos oreilles, mais sinon ça va être vraiment incompréhensible. Donc Devs raconte l'histoire de Forrest, un milliardaire de la Silicon Valley qui a perdu sa fille, Amaya, dans un accident de voiture. Incapable de faire son deuil, il a embauché les physiciens les plus brillants, notamment Katie, Lyndon et Stuart, pour construire un ordinateur quantique, Devs, capable de calculer avec une telle précision le passé et l'avenir qu'il peut le reproduire parfaitement dans une salle de simulation, ce qui permettrait à Forrest de retrouver sa fille. La série débute alors que Sergei, un employé de Forrest, est admis dans Devs pour la première fois et prend des photos au profit du gouvernement russe. Sergei est alors tué par le responsable de la sécurité. La copine de Sergei, Lily, également employée de la compagnie, fait tout pour comprendre ce qui lui est arrivé. Forrest et Katie lui expliquent que Devs parvient désormais à prédire parfaitement l'avenir en utilisant l'interprétation d'Everett, fondée sur les mondes multiples, et que les prédictions s'arrêtent brutalement quelques heures plus tard à cause de Lily. Lily se retrouve effectivement dans Devs la nuit fatidique et constate par une simulation qu'elle est supposée tuer Forrest, mais au dernier moment, elle refuse de le faire, ce qui représenterait le premier véritable acte de libre arbitre, d'où l'incapacité de Devs de prédire le monde au-delà de ce geste-là. Mais Forrest et Lily meurent quand même, désolé, et amorcent une infinité de vies différentes dans la machine que l'on apprend alors à être plutôt nommée Deus. Mais reste que la série, on l'apprécie surtout pour son esthétique, je pense, son rythme, son inventivité, plutôt que ses ressorts narratifs, donc je ne pense pas vous gâcher tellement la chose. Mais au-delà de l'histoire, je voudrais surtout explorer un certain nombre de procédés formels qui rendent l'approche sérielle originale et donnent à l'œuvre sa matrice. Si Alex Garland n'a pas choisi le cinéma, alors que c'est pourtant sa méthode d'expression habituelle, ce n'est pas sans raison. Il exploite pleinement les potentialités de la sérialité et de la répétition pour multiplier les temporalités. À l'ère de la répétition, pour citer Eco, la télévision de la complexité narrative ouvre la voie à une répétition productive, voire créative, pour reprendre les mots de Guillaume Soulès. Celui-ci propose une approche de la sérialité et de la répétition qui s'éloignerait un peu d'une analyse purement structurelle, la matrice télésérielle. Je le cite, « On pourrait la définir comme le noyau sémantique et symbolique qui commande le récit et son horizon moral ou philosophique. La matrice comporte un problème, une question qui demande à être développée et même plus spécifiquement retravaillée, c'est-à-dire réexaminée plusieurs fois sous des angles différents. Il précise que l'étude de la matrice n'est pas l'étude d'un invariant, mais d'un potentiel. La matrice d'une série est donc sa logique spécifique, la question à laquelle elle tente de répondre, qui se déploie à travers même les différentes formes de répétition. Quelle est donc la matrice de Devs? Une des dernières phrases prononcées dans la série par Forrest à Lily donne une piste. Alors qu'il a résisté à l'idée des mondes multiples pendant toute la série, qu'ils sont désormais tous deux morts, donc ici, et qu'ils existent dans une simulation, il lui dit « We are now living in many worlds. In this world, the two of us get to live in paradise, with the ones we love. In other worlds, it will be closer to hell. For those other harder lives we have to lead, I thought knowledge would be a comfort. » Je proposerai donc 2 questions complémentaires comme matrice à la série. Comment les moments de traumatisme, de deuil et de choix, en tant qu'exercice du libre arbitre, altèrent notre conception linéaire du temps? Est-il plus rassurant de vivre dans un monde déterministe qui nous déresponsabilise ou de vivre dans un monde aux multiples possibles, en sachant que d'autres versions de nous-mêmes ont fait des choix différents? Ainsi, dans une fiction de mondes multiples, la répétition d'images et de sons permet de représenter la multiplication des temporalités à partir de points de divergence uchroniques, comme autant de choix. Trahir ou non, faire son deuil ou non, se venger ou non, se suicider ou non. Sur le plan structurel, ces répétitions jouent le rôle de ce que Soulès nomme l'identifiant sériel, et je le cite, qui est en quelque sorte la face visible de la matrice, portée par un point de vue extérieur à celle-ci,
car ce point de vue est formulé dans le langage de la structure plutôt que celui du questionnement que porte la série. Afin d'explorer cette hypothèse, j'étudierai différents procédés de répétition et leur utilisation narrative et diégétique, comme la récurrence des simulations, les images échos, les surimpressions et la polyphonie. On se posait la question de comment représenter les temporalités parallèles, c'est un peu ça que je veux explorer avec la série. Donc, les simulations. Une des principales formes de répétition dans Devs est la simulation de la réalité passée, présente ou future, par l'ordinateur quantique. Il s'agit de l'invention au cœur de l'histoire, de la narration et de la structure de la série, puisque ces prévisions orientent son déploiement dans le temps et dans la sérialité. Ces simulations s'apparentent en fait à des hologrammes qui sont créés dans un espace vitré, au cœur du cube doré, un espace vitré qui est observable d'une salle de visionnement attenante pour les employés. Mais contrairement à une projection classique, ou même à un hologramme, il ne s'agit pas d'une illusion créée par la lumière, mais du calcul du positionnement de chaque molécule à un moment précis de l'histoire et sa reproduction par la machine. Ce n'est pas l'image qui est simulée, c'est la matière et le temps. Je vous mets un extrait muet derrière moi, donc des simulations. Et cette simulation est d'abord très grossière, granulaire, floue, sans couleur, sans son audible, jusqu'à ce que l'équipe de physiciens parvienne à raffiner un peu le modèle pour produire des simulations identifiables. La première n'est pas choisie au hasard. Il s'agit du Christ en croix, qui parle l'araméen. À la fois point de divergence majeure du monde occidental, symbole religieux fort de déterminisme et écho du messianisme de Forrest. L'épisode suivant, sur ce que vous voyez là, s'ouvre sur une séquence pré-générique, d'ailleurs présente dans tous les épisodes, entièrement constituée de ces simulations granuleuses, mais dont les transitions sont assurées par la réorganisation des particules, comme si la machine se faisait réalisatrice, une mise en abîme de la série elle-même et de son inscription dans l'histoire humaine. On devine alors des scènes historiques fortement iconiques, puis des images tirées de la série elle-même qui se mélangent. L'impression d'une main humaine sur un mur de grotte, la construction des pyramides, la crucifixion du Christ, l'armée romaine qui marche au pas, Jeanne d'Arc sur le bûcher, Lincoln à Gettysburg, puis la jeune fille Amaya qui joue, la mort de Sergueï dans le premier épisode et Lily à sa fenêtre dans le deuxième. Qui choisit ces images et pourquoi? Qui les regarde aussi? Quel est leur statut? Dans l'épisode 7, le physicien Stewart, qui travaille sur Devs, déclare à Forrest, en constatant son manque de culture, « Such big decisions being made about our future by people who know so little about our past. » Et Forrest répond, « Isn't it knowing our past exactly what we're doing here? » Et Stewart rétorque, « No, it isn't. » D'une certaine façon, cet échange permet d'interpréter les simulations comme les hologrammes décrits par Baudrillard. Et je le cite, « L'hologramme n'a justement pas l'intelligence du trompe-l'œil, qui est celle de la séduction, de toujours procéder selon la règle des apparences par allusion et ellipse de la présence. Il verse au contraire dans la fascination, qui est celle de passer du côté du double. L'hologramme, image parfaite et fin de l'imaginaire. Ou plutôt, ce n'est plus une image du tout, le vrai médium est le laser, une lumière abstraite de simulation. » Les simulations ne sont pas des représentations et ne peuvent pas créer du sens, ni permettre de comprendre l'histoire. Elles ne font que créer des univers, fasciner et détourner le regard vers la technique elle-même. L'épisode 5 en entier apporte certaines nuances parce que les simulations se confondent alors avec la série elle-même et participent de sa matrice. Les simulations sont désormais beaucoup plus précises. On passe d'une image qui avait tout de l'argentique et de son grain, puis de l'analogique et de ses distorsions, et finalement du numérique de très haute résolution. Dans l'épisode 5, les simulations occupent l'entièreté de l'épisode. L'instance narrative de la série donne un relais narratif à Katie, un des personnages, qui, pendant tout l'épisode, organise le récit. On la voit régulièrement de dos, en train de regarder les simulations qu'elle contrôle, et les transitions ne sont plus assurées par des fondus à l'image ou des coupes, mais par une réorganisation des particules de lumière pour former l'image suivante. On assiste à de nombreux épisodes passés de la vie de Lily et de Katie, donc plusieurs flashbacks, qui s'inscrivent alors dans la matrice télésérielle. Par ses choix de moments simulés, on devine que c'est Katie qui a choisi ces moments-là. Katie tente de comprendre la chaîne causale qui les a menés sur cette route singulière et qui conduit à un vide, celui d'un futur très soudainement imprévisible.
Un autre procédé utilisé très couramment dans la série est ce que je nommerai des images échos, des analepses et des prolepses qui se propagent diégétiquement en amont et en aval du présent de l'histoire, sous la forme d'images et de courtes scènes. C'est donc un procédé diachronique qui se situe dans la temporalité des images cinématographiques qui se succèdent, contrairement à la surimpression synchronique que j'aborderai ensuite. Dans les cas les plus simples, le prologue ou la séquence pré-générique présente des images complètement décontextualisées et muettes sur une musique extradiégétique variée. Les images, qui peuvent être des paysages naturels ou urbains, des gros plans de visage, des scènes de violence ou de vie quotidienne, sont finalement contextualisées à la fin de l'épisode, lorsque le temps de l'histoire rattrape finalement le temps diégétique. Cette technique de prolepse externe, comme les nomment Gaudreault et Jost, crée un effet d'écho qui participe de la matrice sérielle. Le temps est constamment anticipé et recréé par l'ordinateur et par la narration qui l'utilise. Les images du prologue, qui se répètent à la fin des épisodes, puis parfois au début du suivant, créent donc un effet de structure en écho, comme si l'événement créait une distorsion de l'espace-temps qui déclenche une onde vers le passé et vers le futur. La musique extradiégétique, les scènes muettes, autant au début qu'à la fin, contribuent d'ailleurs à mettre en exergue le procédé. Dans les épisodes 4 et 8, par exemple, de très gros plans des visages de Lily et de Forrest apparaissent au début des épisodes sans contexte. Lily semble dormir. Il faut attendre à la fin de l'épisode pour comprendre qu'elle est droguée et enfermée dans un hôpital psychiatrique pour l'empêcher de parler. Et l'image est encore reprise au début de l'épisode 5. Puisque c'est l'exercice de son libre arbitre à elle qui déclenche à la fin une rupture temporelle, quasi métaphysique, à la base même de la série, cette image de Lily comme point central de son parcours, celui qui l'a fait passer d'une simple proche d'une victime un peu trop inquisitrice à une fugitive en quête de vengeance. Mais le cas de Forrest est sans doute encore plus intéressant. Dans le prologue de l'épisode final, on voit un très gros plan de son visage au regard fixe et terrifié. Il est assombri et le fond est entièrement blanc. Mais l'image est un peu granuleuse, surtout sur les côtés, comme si elle était polluée par des particules en suspension. Cette image prolepse passe rapidement, mais le spectateur de la série aura sans doute reconnu la texture des simulations de Devs, sans pour autant savoir s'il s'agit du futur ou du passé. Il faut attendre le milieu de l'épisode pour comprendre le contexte de cette image, qui s'avère encore plus surprenant que prévu. L'image provient bien de Devs, mais elle se situe au-delà du void de simulation, au-delà du futur incalculable. Il ne s'agit ni du futur ni du passé, mais d'un présent virtuel, puisqu'il s'agit de la toute première image de Forrest après sa mort, alors qu'il émerge dans la simulation qui l'accueillera désormais. Donc, ce qui n'était pas prévisible ou calculable par la machine à prédire l'avenir, l'était néanmoins par la narration de la série. Cette prolepse externe annonce donc le changement de paradigme final. Devs est devenu Deus. La machine à calculer le temps, passé et futur, est devenue une machine à créer des mondes virtuels éternellement présents. Et ce changement est si fondamental qu'il crée une onde dans la diégèse, et comme les autres, l'image nous paraît avant l'événement qui l'a produit. L'autre forme d'éco-visuel dans la série passe par la répétition des mêmes simulations au point de devenir des leitmotifs. C'est par exemple le cas des images de la vie passée d'Amaya et de la mort future de Lily, simulées par Devs à la demande de Katie et Forrest, obsédés autant par le passé que par le futur qui les attend. Le rapport obsessif à ces deux images semble presque relever d'une forme de nostalgie de temps dont ils ont déjà fait l'expérience par la simulation. Le futur, tout autant que le passé, a donc pour eux toujours déjà été. Mais donc ça, c'est l'image des rats aussi, qui est aussi une image leitmotiv qui revient tout au long de la série. Donc dans plein d'épisodes, on a cette image du rat qui est la première chose que Devs réussit à redonner la vie, en fait. Donc c'est le moment où Devs devient Deus. Ensuite, un des procédés les plus intéressants pour tenter de montrer à l'écran la multiplication des temporalités est la surimpression, un procédé synchronique qui existe depuis les débuts de la photographie. La surimpression consistait à simplement impressionner plusieurs fois une surface photosensible, créant des images les unes sur les autres par transparence. Selon Aumont et Marie, la surimpression et plus généralement le mélange d'images est un monstre visuel, puisque l'œil se voit offrir en chaque point du cadre deux possibilités concurrentes de lire ce qu'il perçoit, selon qu'il le rapporte à l'une ou l'autre des deux images ensemble. Dans la période muette, la surimpression est classiquement associée au rêve, au fantasme, à l'hallucination, généralement aux états mentaux des personnages. Dans ces exemples, les images superposées n'ont généralement donc pas le même statut.
Il y a la réalité diégétique qui apparaît comme opaque, et il y a des éléments de rêve, de souvenirs ou surnaturels qui sont surimprimés avec un effet de transparence. De même pour les flashbacks qui marquent une rupture entre le temps de l'histoire et le temps de la diégèse. Le passé ou l'imagination n'ont pas la même solidité que le réel dans l'image. L'utilisation de la surimpression est également utilisée depuis longtemps en science-fiction, notamment pour représenter à l'écran les doubles et les clones. Mais contrairement aux exemples précédents, il s'agit désormais d'une surimpression opaque. L'image crée donc l'illusion du réel puisque tous les plans ont la même solidité et donc le même niveau de réel supposé. Nul fantôme, idée ou rêve, seulement des doubles qui semblent occuper le même espace. On peut alors observer l'impact de ce dédoublement sur leur sens de l'identité et la déshumanisation des clones fabriqués à la chaîne. Mais dans Devs, les doubles n'existent pas dans la même réalité. Ce sont ce que je nommerais des doubles uchroniques. Ils vivent dans des versions légèrement différentes, décalées du monde. Mais il ne s'agit pas de montrer que le futur contient d'innombrables possibilités non encore actualisées, puisque ces scènes sont situées dans le passé, qui devient alors une trame multiple et variable. Le procédé est utilisé à 5 reprises dans 2 épisodes, 5 et 7. On peut voir Lily et ses 2 copains successifs, Sergei et Jamie, qui vivent dans leur appartement. Ensuite, on verra Katie qui sort de l'université en colère et s'apprête à rencontrer Forrest, l'accident d'Amaya tel que vu par Forrest, Amaya qui joue dans sa chambre avec sa mère et la mort de Lyndon qui tombe du haut d'un barrage pour prouver la théorie des mondes multiples. Le dédoublement ne se joue plus dans la frontière poreuse entre les niveaux de réalité ou de fiction, entre l'éveil et le rêve, le naturel et le surnaturel, le passé et le présent, mais dans la frontière poreuse entre les possibles. Des possibles qui sont également probables et réels, et donc solides, opaques dans l'image. On peut croire que c'est le spectateur qui est placé dans une situation d'observateur omniscient, le seul à pouvoir constater la coexistence de ces mondes, mais en fait, c'est plutôt un personnage en particulier qui semble en être à l'origine, Katie. Peut-être sommes-nous devant une temporalité qu'on pourrait dire quantique, qui serait à la fois passé et futur, linéaire et multiple, tant qu'elle n'a pas été observée ou représentée, et que Katie est l'observatrice quantique de la série. D'ailleurs, dans l'épisode 5, dont la narration visuelle est entièrement contrôlée par Katie, les scènes ne peuvent que se dérouler dans l'espace de la simulation. Mais l'origine exacte de la surimpression demeure un mystère. Est-ce que la machine produit cette surimpression à la demande de Katie, ou est-ce qu'elle regarde ces scènes une à la suite de l'autre et la surimpression est une représentation mentale de la simultanéité de la scène? Dans l'épisode 7, les 2 occurrences de surimpression sont assez différentes. Ici, Katie apparaît dans le cadre alors qu'elle semble imaginer Amaya et sa mère jouant dans la chambre qu'elle occupe désormais avec Forrest. Dans ce cas, la femme et la petite fille s'apparentent plus aux fantômes de l'ère victorienne. Elles semblent hanter la pièce, prise dans une infinité de boucles temporelles au-delà de la mort. Et l'autre scène, que vous voyez, en surimpression de cet épisode est encore différente. Il semble presque s'agir d'une représentation de son état psychique. À ce point de l'histoire, elle admet désormais l'existence des mondes parallèles à contre-cœur, mais demeure surtout convaincue du déterminisme absolu de l'univers. Elle vient de dire à Lyndon, celui qui est en train de mourir, qu'elle sait qu'il va mettre sa vie en danger pour prouver sa propre croyance dans les mondes parallèles. Le raisonnement étant que seuls les Lyndon qui survivent comptent. Mais l'image nous dit tout autre chose, aucun Lyndon ne survit, et toutes les Katie repartent sans se préoccuper de son sort résigné. L'événement nous est montré comme un moment de divergence uchronique qui ne diverge jamais et qui représente peut-être la façon dont Katie le perçoit avec sa croyance déterministe. La répétition du procédé de la surimpression, mais dans des contextes différents, met ainsi en évidence la progression de la perception des temps passés, futurs, présents et parallèles par Katie en fonction de sa vision du monde et du libre arbitre, mais aussi la capacité du médium télévisuel à rendre ses perceptions. La dernière forme de dédoublement et de divergence que j'aborderai, la polyphonie, est un peu similaire à la surimpression, mais elle se situe uniquement dans la trame sonore. Elle construit progressivement la divergence temporelle jusqu'à permettre de saisir le chaos des mondes qui se superposent. Ce saisissement est à la fois conceptuel et sensoriel. La polyphonie apparaît dans la série sous la forme de l'utilisation de 3 musiques extradiégétiques qui sont reprises plusieurs fois. Il s'agit d'un chant grégorien, de chant de gorge inuit et de phasing. Le chant grégorien, plus précisément la pièce Regnanten Sempiterna, qui signifie souverain éternel, est réutilisé plusieurs fois pour mettre de l'avant le déterminisme absolu de Forrest et le fait qu'il est lui-même constamment comparé à un prophète à cause de sa fortune et de son projet démiurgique. Elle vise à donner une aura sacrée à la technique
qui est magnifié par l'esthétique de l'ordinateur, qui occupe un temple au milieu de la forêt. Pas très subtil, on en conviendra. Mais ces chants grégoriens récurrents disparaissent complètement à la fin de l'épisode 4. C'est à ce moment que Forrest est contraint de changer de paradigme, d'un Dieu quantique tout-puissant qui lui permet de rejeter sa culpabilité dans la mort de sa fille et lui donne le droit de la ressusciter, à l'interprétation d'Everett et le chaos de ces mondes parallèles. C'est à ce moment de la série où Dieu est mort qu'émergent entrelacées deux autres pièces construites grâce au dédoublement des voix, mais basées cette fois sur l'individualité et le statut du sujet de ces voix, et non sur une prière collective à un Dieu unique. Donc là, je vais vous mettre un extrait où c'est le son qui va être le plus important. Like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them, 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 come out. Dans cet extrait, vous pouvez entendre une expérience de phasing, des chants de gorge qui s'entrecoupent sur fond d'image d'un paysage nordique aride et d'humains préhistoriques dans une grotte autour d'un feu. Un long plan d'un visage d'une femme que l'on voit à travers le feu est lourd de sens. Ce regard perdu dans les flammes semble évoquer l'émergence d'une pensée humaine, mais aussi le début de la technique, bien sûr avec le feu prométhéen, autant de bifurcations de l'humanité sur la voie du libre arbitre et de la technologie qui aboutiront à la fin de la série. Sur ces images, nous entendons Naglinkik de Ivarluadjuk du chant de gorge inuit. Il s'agit d'un jeu auquel les femmes inuites s'adonnaient pour se divertir. Deux femmes se tiennent debout face à face, le visage le plus près possible de l'autre, et font des bruits répétitifs et graves avec leur gorge. Le but est de faire rire l'autre femme et d'être celle qui continue le plus longtemps possible. Ces sons sont parmi les formes les plus anciennes de culture partagée, mais aussi une affirmation forte de deux sujets qui improvisent en réponse à l'autre. Or, une des versions contemporaines du chant de gorge est son utilisation par des artistes inuits qui l'interprètent à leur manière. Ivarluadjuk, celle qu'on entend dans Devs, ne joue pas avec une autre femme, elle crie des polyphonies avec elle-même, enregistrant les deux trames qui se répondent. Nous sommes donc devant un seul sujet, chantant qui se dédouble, qui nous laisse entendre l'émergence de deux temporalités réunies par le montage sonore, deux mondes parallèles qui commencent à diverger. Finalement, le dernier exemple de polyphonie que l'on entend entrecoupé par les chants de gorge est l'expérience de phasing de Steve Reich, intitulée « Come Out », une pièce créée en 1966 à la commande d'un groupe de défense des Harlem Six, 6 très jeunes noirs injustement accusés de meurtre à New York en 1964. Reich utilisa un fragment d'enregistrement d'une seule phrase de Daniel Ham, décontextualisé, comme les images écho dans la série. Dans l'enregistrement, Ham dit la phrase « I had to, like, open the bruise up and let some of the blood come out to show them », faisant allusion au moment où il a choisi de rouvrir l'une de ses plaies qui avait été causée par la police pour ensuite montrer qu'il avait été battu en prison. C'est donc une phrase qui dénonce, mais qui le pose en sujet agissant plutôt qu'en objet de la violence.
Il agit sur son propre corps pour le faire signifier et utilise sa voix pour expliquer son geste. Mais ce n'est que le point de départ à la pièce de Reich qui enregistre le fragment « Come out to show them » sur 2 pistes séparées qu'il fait d'abord jouer à l'unisson, puis les désynchronise progressivement pour créer un effet de déphasage. On entend d'abord de la réverbération, puis un canon, avant que les 2 voix deviennent 4 voix, puis 8 voix, et que les mots soient inintelligibles. Ce qui ne devient qu'une rythmique obsédante et presque assourdissante est la trace de réalité qui diverge à partir de voix dédoublées. La manifestation sonore du chaos que représente la perception simultanée de temporalités multiples. Mais contrairement au chant de gorge, le phasing de Reich est entièrement déterministe, selon lui, et ne laisse aucune place au hasard. Il existe une infinité de sonorités et de rythmes possibles, mais chacune est prévisible, ce qui correspond précisément à la représentation du temps dans Devs. En conclusion, pour chaque passé représenté dans la série, chaque point de divergence, une infinité de futurs est prévisible et inversement. Les temporalités divergentes et convergentes offrent une alternative à l'opposition entre le pur hasard angoissant et nihiliste et le déterminisme absolu et déresponsabilisant. Nos choix déterminent notre chemin futur, mais tous les autres choix sont tout aussi possibles et d'autres versions de nous-mêmes empruntent constamment ces chemins alternatifs. C'est ainsi que la matrice télésérielle trouve sa réponse dans les procédés de répétition narratif, visuel, sonore, et on pourrait ajouter culturel. Des répétitions qui se révèlent productives et inscrivent la sérialité télévisuelle dans une structure qui en déploie les infinies possibilités tout en demeurant cohérente. Évidemment, il ne faut pas oublier que l'ouverture des possibles dans la série est politique au bout du compte. Lily, en fracassant la linéarité et les certitudes, affirme l'importance d'assumer les conséquences de ses choix et s'attaque à la culture de l'impunité et au fantasme prophétique de la culture techno-capitaliste de la Silicon Valley. C'est ainsi que les prières à l'unisson à la gloire des tech-gourous richissimes laissent la place au joyeux chaos des voix inuites, des activistes pour les droits civiques et des bidouillages analogiques. Merci.